Parfois, oser sa vibe, cela signifie remettre en question les valeurs véhiculées par le système dominant actuel, autour de l'argent, de la consommation et de la réussite professionnelle. Et c'est avec Olivier Pacholic, ingénieur agronome devenu bénévole multipassionné au sein de l'écolieu Écovert situé à Vauvert, que j'ai eu envie d'aborder ce thème qui me touche particulièrement dans cette période de transition de vie pro et perso qui est la mienne. Olivier fait partie de ce que l'on appelle les bifurqueurs, ces jeunes diplômés de grandes écoles qui, éveillés aux enjeux écologiques et sociaux de notre époque, décident de renoncer à la voie royale toute tracée de la carrière de cadre pour suivre leur élan du cœur et embrasser un mode de vie plus sobre et connecté au vivant, hors du système. Par sa posture exigeante, tout en étant profondément joyeuse et jamais donneuse de leçons, Olivier fait partie des personnes les plus inspirantes que j'ai pu rencontrer en 2024. Depuis un an, nous collaborons d'ailleurs dans le cadre de Mouvementé, un collectif local visant à donner aux citoyens le pouvoir d'agir ensemble sur leur territoire vers plus d'autonomie et de résilience, en promouvant la joie de faire ensemble. Olivier et moi sommes vraiment très différents dans notre rapport au monde et au faire. C'est aussi pour cela que j'ai eu envie de lui donner la parole. Mais je nous ai quand même trouvé deux points communs. Tout d'abord, nous ne sommes pas forcément ce qu'on imagine de nous au premier regard. Et deuxièmement, nous avons, je crois, cette envie commune d'incarner une certaine forme de sobriété heureuse, même si Olivier est clairement plus avancé que moi sur ce chemin-là. Dans cet échange, nous avons parlé d'oser se reconnecter au faire, se jeter au cœur de l'expérience, d'apprendre sur le tas, de saisir les opportunités inattendues, d'exprimer son essence dans la matière, de trouver du sens au cœur d'une époque chaotique, de cultiver le plaisir des sens tout en faisant des choix de consommation conscients, de voir la beauté en chaque chose, de vulnérabilité aussi. J'espère que cet échange te nourrira et t'inspirera autant que moi. Bonne écoute. Bienvenue sur Ose ta Vibe, le podcast qui t'aide à assumer ta singularité, prendre pleinement ta place et offrir au monde ta vibration unique. Je suis Claire et ce que j'aime le plus, c'est voir le potentiel et la beauté chez les autres et les aider à les révéler. Chaque mardi, je te partage mon propre cheminement, mes prises de conscience et les outils qui me permettent de mieux me connaître, de m'accepter dans mes différentes facettes et de clarifier ce qui m'anime en profondeur. Si tout ça te parle, tu es ici chez toi. Ouais, donc du coup, je tiens à préciser que c'est une interview un peu particulière puisque je suis chez toi, Oui. Dans ton écolieu Écovert à Vauvert. Je suis vraiment sur place. Et on est en train de siroter une petite infusion de menthe de ton jardin. Et on revient, là, alors je le raconte parce que ça, il y a le côté, enfin, moi je trouve ça trop cool. On est allé chercher des petites plantes dans le potager pour la salade de ce soir. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez sur la pochette du podcast. Donc voilà, je suis vraiment chez Olivier à Écovert, immergée dans son univers et on est actuellement en train d'enregistrer dans le dortoir des bouffeurs. Exactement. Voilà. Et dortoir où vous pourrez d'ailleurs séjourner, hein, si vous avez envie de venir faire du woofing ici. C'est tout à fait possible. Olivier, qu'est-ce que je sais de toi finalement ? Je vais essayer de dresser un petit portrait express de toi avec les infos que j'ai et ce que j'ai pu percevoir. Et puis tu me diras si je suis complètement à côté de la plaque ou pas et s'il manque des éléments importants. Alors attends, je reprends mes petites notes parce que du coup, tu vois, j'ai fait ça bien. Olivier, tu es un bifurqueur et c'est ça qui m'intéresse chez toi. On va revenir un peu là-dessus, hein, sur la bifurcation, mais t'es un early bifurqueur, je dirais quoi. Oui. C'est-à-dire que moi, je suis une bifurqueuse de j'ai 40 ans et je bifurque. Bon, il n'y a pas d'âge, hein, on va dire. Parce que tu trouvais pas de sens finalement au métier vers lesquels te dirigeait ton école. Et ça rentrait un peu en contradiction avec tes valeurs et avec ce que tu comprenais du monde et des enjeux. Et donc, t'es parti assez vite sur l'envie de t'essayer à un projet de maraîchage. Et tu as atterri ici à Écovert il y a quelques années maintenant. Et finalement, t'es pas forcément resté sur le maraîchage. T'es plutôt parti sur du multi-activité. Tu t'es mis notamment à l'éco-construction, construction de bâtis terre-paille. Ce qui t'a plu ici, c'est d'apprendre à faire des choses de tes mains. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que vraiment j'ai perçu de ton cheminement, c'est que tu avais envie de te reconnecter au faire.
et au fait d'être autonome dans la réponse à tes besoins du quotidien aussi. Mais d'un autre côté, je perçois aussi chez toi quelqu'un qui est un bon communicant, qui aime bien dans la pédagogie, dans la transmission. Notamment, tu as un podcast sur une radio locale qui s'appelle Chronique d'un bifurqueur autour de différentes thématiques, notamment l'alimentation durable, qui est un sujet qui t'intéresse pas mal aussi. Et moi, j'ai décidé de t'interviewer dans mon podcast parce que, franchement, si je devais élire la personne la plus inspirante de mon année 2024, ça serait toi. Parce qu'il faut que je vous explique quand même que donc, quand j'ai rencontré Olivier, donc il y a tout pile un an, et donc j'étais sur un événement dans mon village à Junas qui s'appelle Énergie Positive, donc, et tu avais un stand pour Écovert. Et j'arrive et je vois ce mec. Alors, bon, là, sur la photo, vous ne le voyez pas parce qu'il a coupé ses cheveux depuis, mais il avait des cheveux longs. Et vous le voyez pas non plus sur la photo parce qu'on a les pieds dans un champ de pois. Mais tu marches la plupart du temps pieds nus. Bon, c'est pas péjoratif et négatif de ma part, mais il y a eu une petite, tu vois, je me suis quand même dit, ah ouais, c'est un babs, tu vois. Et je discute avec toi, et après, dans ma tête, je me suis dit, ah, le mec, il a l'air quand même vachement ancré et vachement pas perché, quoi, tu vois. Et du coup, ça faisait un contraste. Il y a ce côté un peu hippie, mais pas perché, quoi, qui m'a intéressée. Et, et j'aime bien parce que, tu vois, quand je t'ai demandé un jour pourquoi t'étais pieds nus tout le temps, et tu m'as dit, bah, c'est pour être conscient. Enfin, j'ai trouvé cette réponse hyper intéressante. Ça m'a presque donné envie de marcher pieds nus, mais j'ai trop mal. Mais je vais essayer, je pense, de pratiquer ça un petit peu parce que je trouve ça... moi, le fait d'agir en conscience, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et donc, pourquoi est-ce que je te trouve inspirant? Parce que tu es quelqu'un qui, selon moi, cherche vraiment à incarner dans ta manière de vivre tes convictions, tes valeurs. Tu fais jamais la leçon aux autres pour autant, mais tu agis et tu incarnes, et ça parle pour toi, en fait, quoi. Voilà. Et ça, c'est assez rare quand même pour être souligné. Et ben justement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette bifurcation-là? Est-ce que c'est quelque chose qui a été brusque pour toi, qui a été soudain ou pas? C'est venu, non, c'est venu progressivement. C'était vraiment au cours de mes études en fait, où Ok. j'ai un peu pris conscience progressivement à travers des rencontres, à travers notamment mon premier projet étudiant. Du coup là, j'ai commencé, alors d'une pierre deux coups, j'ai commencé à vraiment connaître le milieu agricole, puisque j'ai pas du tout de famille dans ce monde-là, donc moi je suis arrivé dans la branche agro, mais sans connaître du tout le milieu agricole, comme beaucoup. Et en parallèle, je me suis rendu compte que c'était un milieu qui était forcément très vaste, avec des personnes très différentes, et que effectivement, il y avait des gens un peu qui suivaient la route de la productivité, qui se posaient pas trop de questions, et qu'il y avait aussi quand même des gens qui voyaient bien les conséquences que ça avait et qui cherchaient des solutions. Et donc là, j'étais confronté, j'étais en relation directe avec ces personnes qui cherchent des solutions et qui se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'on peut faire autrement, Ouais. et que ça marche en fait vachement mieux. Et du coup, ça a été un peu l'amorce. C'est-à-dire que j'ai pris un peu en conscience, je saurais plus vraiment dater chronologiquement le moment de cette un peu prise de conscience des enjeux environnementaux, climatiques, tout ça, biodiversité. Mais je sais que ça a été vraiment un moment charnière. Et c'est ça qui a fait que j'ai voulu me diriger vers l'agriculture durable d'abord. Et donc, des études d'agro où j'étais rentré sans savoir ce que je voulais faire après, j'ai choisi une voie qui était celle de l'agriculture durable. Et là, au fur et à mesure, grâce à mes amis aussi, qui étaient un petit peu dans les mêmes, qui rentraient dans les mêmes questionnements, on va dire, dans les mêmes prises de conscience, nous nous sommes tous un petit peu enrichis mutuellement et aidés à nous éveiller. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis tourné de plus en plus vers, j'ai pas envie d'être dans le conseil, parce qu'au début, je voulais faire ça, faire du conseil aux agriculteurs, parce que je voyais qu'ils en manquaient. Mais après, du coup, je me sens pas légitime à donner du conseil, alors que j'ai aucune compétence agricole. Donc, ça a été ça le processus, et ça a fini sur effectivement le fait que j'ai eu envie de me lancer en sortie de mes études, plutôt d'aller découvrir le maraîchage, d'aller découvrir ce que c'est l'autonomie, entre guillemets, l'autonomie alimentaire. Et puis, c'est par ce biais-là que je suis parti en volontariat, donc woofing. Et en fait, c'est dans cette optique-là que je suis arrivé ici à Écovert. Et que Bruno, en fait, m'a dit, quand il m'a fait visiter le lieu, il m'a dit, si tu veux, on peut te mettre du terrain à disposition.
Et moi, comme j'étais un peu avec mon truc en tête, mon objectif en tête, je me suis dit, bah non, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais faire du woofing pendant un an. Tu vois. Et du coup, j'ai eu un moment où, bah non, ça correspond pas à mes attentes. Et puis après, j'ai réfléchi un peu et j'ai pris du recul. Et je me suis dit, bah en fait, mes attentes, c'est pas faire du woofing pendant un an au même endroit, c'est se tester pendant un an. Et là, ça me mettait clairement à disposition le terrain de jeu pour ça, quoi. Et donc, bah, je me suis lancé sur le lieu. Quand je suis arrivé, j'avais pas tellement euh, en tête cette dimension de j'ai envie de faire de mes mains, j'ai envie de découvrir des savoir-faire. Je crois que j'étais vraiment centré sur le côté agricole. C'était vraiment j'ai envie de lancer mon exploitation et de faire du maraîchage. Et donc j'avais mon activité agricole et en parallèle je m'investissais aussi pour le lieu. Et donc le temps que je donnais pour le lieu, eh ben c'était justement sur du bricolage plutôt. D'accord. Avec un collègue qui était maçon et qui après est devenu un très bon ami et qui m'a un peu formé entre guillemets. Euh, et petit à petit, en fait, j'ai touché à tout, pas tout, mais à beaucoup de matériaux et à beaucoup de dimensions du bricolage. Donc effectivement, j'ai appris à utiliser les outils de base, la scie, parce que j'avais quasiment jamais bricolé, quoi. Mais mon père est un petit peu bricoleur, mais il m'avait rien transmis. Mais là, par contre, pareil, il y avait un outillage, parce qu'il y a un atelier qui est hyper bien fourni. Il y avait un outillage incroyable et plein de projets en continu, en permanence, où il y avait l'occasion de faire des choses, quoi. Et donc, vraiment, le summum, ça a été quand je suis rentré dans le projet de l'éco-construction de la maison dans laquelle j'habite actuellement. Et là, ouais, j'ai découvert une gamme d'outils et j'ai la chance d'avoir à la fois cette curiosité et puis mais peut-être qui va de pair, cet apprentissage très facile. Mais c'était une expérience hyper chouette et là, j'ai vraiment pris goût, effectivement, à l'éco-construction. Au travail du bois surtout. La maison, elle est en bois, isolation paille, en du terre, globalement. Et je me rends compte que en fait, j'en ai discuté récemment avec quelqu'un et je me suis rendu compte que ce qui me plaît, c'est la sculpture. C'est-à-dire, c'est façonner la matière. Et moi, c'est vraiment le bois parce qu'il y a ce côté vivant. La fibre, le côté organique, et il y a vraiment quelque chose de très jouissif. En fait, ce qui ressort là de tout ton parcours, c'est que tu as vraiment appris sur le tas, quoi, en fait, et saisi plein d'opportunités, en fait. Ouais. En étant dans le processus de faire et d'expérimenter, tu as compris ce que tu aimais faire, ce que tu aimais moins faire, etc. Tu n'as pas eu peur, finalement, de te mettre dans l'action, quoi, dans l'expérience. Il y a deux choses. Il y a à la fois, effectivement, il y a cette prise de conscience de la chance que c'était d'avoir cette opportunité et du coup de la saisir et d'y aller. Et en même temps, plus dans le quotidien, j'ai envie de dire, il y a aussi ce truc où je sais pas trop dire non. Donc les gens, ils se sont rendus compte que j'étais bosseur, que j'étais doué, et du coup, ils m'ont beaucoup sollicité. Et je me suis retrouvé à vraiment des fois à courir, mais trop en fait. Et les gens d'ici qui me connaissent, ça fait 6 ans que je suis sur le lieu, les gens qui me connaissent bien et qui m'ont vu évoluer savent que je me suis vachement posé. Et ils m'ont vu vraiment sortir d'une forme de frénésie pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus tranquille, même si c'est peut-être les gens qui me voient aujourd'hui trouvent encore que je suis un gros bosseur, mais ils se rendent pas compte de ce dont je sors. Mais c'est aussi parce qu'au début je lançais mon activité de maraîchage et que j'ai au final abandonné, ça je l'ai pas trop expliqué, mais au fur et à mesure que j'ai découvert le bricolage, j'ai abandonné un peu le maraîchage parce que en fait ça me satisfaisait pas tellement et je me suis plus mis dans le bricolage, la construction, tout ça. Mais au début je faisais les deux à fond et donc forcément ça prenait énormément de temps parce que cette sobriété au final j'y suis rentré moi de deux manières, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois cette dimension où je voyais bien qu'il y avait un enjeu environnemental, de besoin de réduire en fait sa consommation d'énergie, tout ça. Et à la fois, une réalité que j'avais pas des fonds illimités et qu'il fallait bien que je vive. Et en fait, ça a commencé quand ça me fait marrer d'y repenser, mais ça a commencé quand j'étais étudiant à Paris. C'est vraiment quand j'étais en 3e année, là, j'étais vraiment sur Paris même. Et j'étais autonome sur l'alimentation, je me gérais. Et du coup, je mangeais de temps en temps au Crous. Et puis, je faisais beaucoup les courses pour moi, au moins le soir. Et j'avais un frigo, il était vide parce que je commençais à cette époque-là à boycotter les produits laitiers. Donc pas de produits laitiers et j'achetais pas de viande pour moi. Je mangeais de la viande mais uniquement pendant les sorties au resto quoi. Donc au final j'avais pas grand-chose à mettre au frigo et j'achetais en fait je faisais tout le temps mes courses au magasin bio ou au marché et
Et en fait, je cuisinais que des produits bruts. Ce qui fait que même en mangeant bio, je m'en suis sorti. Enfin, je mettais des sous de côté parce que, bah voilà, c'était une gamme restreinte. Je choisissais les trucs qui coûtaient le moins cher. Genre, j'ai mangé énormément de couscous, où j'allais chercher du pain à la boulangerie, qui était pas bio pour le coup, celui-là. Et sinon, c'était couscous, beaucoup de courgettes ou de légumes, carottes, légumes un peu basiques qui coûtent pas trop cher. Et des légumineuses. Mais les légumineuses, c'était les moins chères. C'était genre pois chiches, lentilles, quoi. Je me cadrais, mais j'avais cette volonté de manger bio, à la fois le côté santé, mais vraiment, pour moi, ça a toujours été plus un côté engagement, environnement. Mais, mais vraiment, voilà, moi, je recherchais cette démarche globale. Et du coup, ça, c'est ce qu'on appelle la bio. C'est l'idée, quoi, le concept, vraiment la démarche, et pas juste le label. Non, mais là, tu mets le doigt sur un truc que je trouve hyper important, c'est que il n'y a pas de choix en conscience qui peut être fait de manière binaire, en fait. Quand on est dans un truc binaire, ça fonctionne pas, en fait. Et c'est toujours, effectivement, une forme de complexité. On s'enferme. On s'enferme et c'est pas bon, quoi. On s'enferme dans une radicalité ou une autre. Mais par rapport à la consommation, moi, c'est ça, parce que j'encourage les gens à faire, peut-être la première démarche à faire quand tu as un peu de temps, quand tu veux prendre le temps de ça, c'est essayer de rencontrer les producteurs. Pour essayer de comprendre la démarche. Mais c'est en fait, c'est un premier pas. C'est-à-dire, c'est déjà comprendre la démarche de l'agriculteur chez qui tu te fournis, mais c'est aussi, du coup, avoir un éveil mutuel. Parce que si lui, il t'explique ses pratiques, tu vas pouvoir prendre conscience de pourquoi il le fait, qu'est-ce que ça veut dire, quel impact ça a. Et puis, toi, tu peux lui transférer, du coup, tes idées, tes angoisses, tes attentes aussi. Et du coup, lui, il peut évoluer aussi de son côté, où il peut se rendre compte que, tiens, en fait, les consommateurs, ils sont pas conscients de ça. Donc, peut-être, ça peut être bien d'essayer de le mettre plus en avant, ou de faire remonter l'information un peu plus haut pour qu'il y ait une forme de communication à l'échelle un peu plus globale qui se fasse et tout, grâce aux syndicats, ou je sais pas, aux institutions ou autres, quoi. Mais vraiment, en fait, c'est reconnecter l'humain, quoi. C'est le truc, toujours à ça. Ouais. Ah, mais clairement. Ouais. Ok, bah écoute, je sais plus sur quelle question on était, tu vois, on a bifurqué. J'ai une petite tradition que j'aime bien faire. Alors c'est une tradition, t'es la troisième personne dans ce podcast, hein, mais c'est devenu un peu ma tradition. Enfin, j'ai envie d'en faire une tradition. Vu qu'on est donc dans un podcast qui s'appelle Osta Vibe, j'avais envie de te proposer un petit jeu où moi je vais décrire ta vibe, la vibe Olivier Pacholi, qui est en 3 mots. Ouais. Et toi tu vas faire pareil pour moi après derrière. Ok. Ça te va? Ouais. Moi, je te rejoins, tu l'as un peu dit dans l'intro, et je te rejoins sur la troisième idée. Ouais. Où effectivement, c'est un peu, entre guillemets, d'une autre manière, mais tu as aussi ce côté-là un peu peut-être. Ah oui, là, tu parles de ma vibe. Pardon, j'avais pas. réponds, pardon. Je croyais que t'étais encore sur toi. Je te renvoie la balle. Pardon. Oui. Tu as aussi ce côté où t'es pas forcément ce qu'on perçoit au premier abord. Moi, il y a un truc, c'est vraiment genre rayonnant. Rayonnant, effervescent, il y a quelque chose de cet ordre-là chez toi où t'as une énergie quand même vachement forte et tu l'exprimes et elle s'extériorise, quoi. Et il y a j'ai autre chose qui revient, mais ça recoupe un peu à la fois ma deuxième idée et celle que tu as donnée aussi, c'est que tu as quand même un côté aussi dynamique. Et du coup, comme moteur, tu vois, presque moteur, c'est-à-dire que en tout cas, t'accompagnes, je trouve, t'es motivé et t'accompagnes la dynamique de groupe, quoi. Okay. Et je trouve que tu aides à la progression. D'accord. Wow. Il y a un côté, ouais. Parce que je me vois pas du tout élément moteur comme toi, je peux te voir, tu vois, par exemple. Mais c'est différent. Ouais, c'est le moteur et puis toi, tu serais le carburant. D'accord. Écoute. Du coup, tu vois, le moteur, s'il n'y a plus de carburant, ça va nulle part. Tu vois, il a besoin de cet appui d'énergie supplémentaire pour entraîner le groupe avec lui, quoi. Et moi, il y a un peu quelque chose de ça que en tout cas, tu vois, je le dis parce que dans le groupe, dans le collectif, là, je sens que je peux pas mal, d'une certaine manière, m'appuyer sur toi, ou en tout cas, je sens un soutien de ta part, en fait. Peut-être soutien, tu vois, soutien dynamique. Cool. Et alors, j'avais une autre question un peu
Je pense que tu y as déjà un peu répondu au début, mais ça c'est une question fondamentale pour moi. Qu'est-ce qui te fait te sentir vivant, toi, Olivier? Je sais que c'est pas Euh, évident, ah, hein. si. Hum, En fait, c'est de faire. Ouais, Globalement, si tu veux, c'est de faire des choses, mais faire des choses qui ont du sens. En ouais. fait, moi, le vivant, je le trouve dans le sens. C'est-à-dire que OK. quand je sens que ce que je fais m'amène vers quelque chose qui est en cohérence avec mes valeurs. C'est-à-dire que OK. si faire, c'est Ouais. travailler pour, tu vois, monter un mur de parpaing pour ceinturer la maison, juste parce que ça fait joli et parce qu'on a peur qu'il y ait des gens qui rentrent dans le jardin, ça fait pas vraiment sens pour moi. Mais aller retirer les mauvaises herbes ou planter les tomates Mmh. ou construire ma maison et le faire avec des matériaux naturels et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment être dans la réalisation de choses qui vont dans le sens de la réalité que j'ai envie de voir, Ouais. de faire Ouais, naître. ouais, ouais. En fait, et je pense que c'est un peu presque d'une certaine manière logique, tu vois, c'est que ma vie s'exprime quand elle, ma vie s'exprime quand elle se réalise dans la matière, j'ai envie de dire, tu vois, elle se réalise dans le monde. Mmh. C'est-à-dire que mon essence, c'est orienté vers un certain type de réalité, tu vois, c'est les valeurs que j'ai, les choses que j'ai envie de voir, c'est orienté vers un certain type de monde, une certaine réalité. Et du coup, quand ce que je fais va là-dedans, bah, c'est là que je suis vivant, en fait, parce que Mmh. c'est là que ma vie s'exprime et que mon essence peut être et peut s'exprimer. Mmh. Ouais, mais n'empêche, c'est parce que tu as pris le temps, toi, de te poser ces questions-là, de qu'est-ce qui a du sens pour toi. Tu vois, l'air de rien, il y a tellement de gens qui font les choses Mais sans se poser la question du sens, hein. j'ai pas, Ouais, c'est bizarre, hein, mais j'ai pas l'impression de me poser la question. ouais. Pour moi, ça a été à partir du moment où j'ai pris conscience des enjeux environnementaux, climatiques, je veux dire, de la finitude de notre monde et de l'importance de préserver notre environnement. Ben, le sens, il vient tout seul, enfin, je sais pas. Ouais, mais quand tu dis, tu vois, dans ta phrase, il y a j'ai pris conscience. Voilà. Oui, Tu bah vois? oui. Mais tu vois, le fait de prendre conscience, c'est pas des questions que je me suis posées, c'est les choses, les Mmh. informations qui sont venues à moi. J'ai eu des signaux et qui m'ont dit il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et je me suis pas dit tiens, à aucun moment je me suis dit tiens, est-ce que le système, le paradigme avec lequel nous fonctionnons est vraiment le bon, ou il y en a un autre qui serait mieux, tu vois, et quelles sont les conséquences de notre fonctionnement sociétal. Ça, je me la suis pas posé la question. C'est les trucs sont venus à moi, Mmh. et du coup, à partir du moment où j'avais ces infos, pour moi, j'avais pas trop d'autre choix que de faire comme ça. Tu vois, OK. moi, je suis vraiment dans la. Je crois que pour moi, c'est un peu. Enfin, moi, je suis dans ce type de fonctionnement où j'ai la responsabilité et la culpabilité de l'information. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais ce qui se passe, je peux pas ne pas faire en sorte que ça aille mieux. Tu vois, je peux pas. À partir du moment où je sais qu'il y a des pratiques agricoles qui détruisent l'environnement, et qu'il y a un fonctionnement sociétal qui conduit à la perte enfin ouais, à la perte, qui conduit un peu à la ruine de notre civilisation, en fait, d'une certaine manière, bah, je peux pas laisser faire ça. Je peux pas, je ne peux pas participer à ça. Mmh. Et je peux pas faire comme si je ne savais pas. Et c'est pas parce que le bateau coule et qu'on sait qu'il va couler que je peux me permettre de faire des choses qui sont irrespectueuses ou qui sont néfastes Mmh. pour d'autres êtres humains, en fait. Mmh. Et du coup, ben, ok, le bateau coule et de toute façon, tout le monde va, entre guillemets, tout le monde va mourir, mais ça, c'est un On va fait. tous mourir de toute façon, mais De ça, toute façon, tu vois, donc c'est pas une raison. on le Mais savait du déjà, coup, en fait. voilà, le bateau système actuel coule. Et pour autant, ben, je vais pas en Mmh. profiter à fond. Je vais pas me dire, ouais, bah, Mmh. tant pis, moi, je m'éclate et je prends pour Mmh. moi et tant pis pour la gueule des autres, quoi. Mmh. Je pense qu'il y a aussi une problématique. euh, Moi, je l'ai verbalisé comme ça. C'est la boîte de Pandore. Ouais. C'est-à-dire que on fait des actions au quotidien, des achats, des choix de consommation, dont on ne sait pas les conséquences Oui. que ça a. Et du coup, il y a cet effet boîte de Pandore où tu te dis, bah, moi, ça me donne du plaisir. Pourquoi je m'en priverais? Et les conséquences du truc, elles sont 500, 1000, 500, enfin 5000 kilomètres plus loin, Elles sont masquées. et Voilà. on ne les Si tu voit les pas. cherches pas, tu les vois pas, Si tu les cherches pas, tu les vois pas parce qu'elles sont loin et parfois même elles sont immatérielles. hein. Parce que bah, enfin, entre guillemets, matériel. Parce que impalpable. Parce que c'est le réchauffement climatique, parce que c'est du CO2 dans l'air, c'est une perte de biodiversité, mais que tu ne vois pas au quotidien.
Et donc, du coup, ben, tu te rends même pas compte des effets que ça a. Et donc, tu t'as même pas une forme de culpabilité ou de remise en question qui fait que tu changes. Ouais, mais tu vois, même sans aller jusque-là, dans nos choix de consommation, tu vois, si au moment d'acheter, par exemple, au moment d'acheter ton t-shirt à 5 balles chez H&M, t'avais un flash là dans ton cerveau du gamin qui a cousu le truc, je te garantis que tu l'achètes pas. Enfin, je dis tu, hein, mais. Bah oui. Et pareil pour, je sais pas, mais pour la viande, hein, en supermarché, franchement. Combien de personnes qui auraient le flash de comment cette viande a réellement été produite auraient derrière le courage de l'acheter et de la bouffer? Vraiment, je me demande. Mais il y a quelque chose. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui manque en fait. Et c'est peut-être parce que aussi cette société est très mentale, très rationnelle. Et du coup, il y a plus cette dimension qui nous connecte à l'autre ou à notre alimentation ou à ce qu'on achète, quoi. Effectivement. C'est-à-dire que quand tu me parles du flash de la personne qui l'a fait, et j'ai tout de suite un flash qui m'évoque de la tristesse, de la douleur, et du coup, je me dis effectivement, j'ai pas envie de ça, tu vois. J'ai pas envie d'une émotion liée à un objet comme ça. Donc effectivement, comme on est privé de cette émotion, et ben on se focalise sur juste le plaisir et la satisfaction instantanée, et puis voilà. On passe à autre chose. Et je voulais revenir aussi sur ce que tu as dit, tu sais, c'est pas parce que le Titanic est en train de couler que je vais me comporter comme... Bah, moi, je le vois vraiment comme... j'ai un peu la même vision des choses et je me dis, c'est une question de dignité, en fait. On en revient toujours à ça. Exactement. On s'en fout de l'impact de est-ce que finalement le truc va finalement couler quand même ou pas. Mais la question, c'est comment moi j'ai envie de me comporter en tant qu'humain dans tout ça, quoi, en fait. Mais c'est aussi une dimension de spiritualité au final. C'est de se dire, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus vaste auquel je prends parti, et je me dois d'avoir une forme, vraiment, c'est ça le mot que tu as utilisé, une forme de dignité, de décence, et de respecter en fait le vivant qui est autour de moi, quoi. Et de pas me dire je ne fais que jouir et profiter de mon petit plaisir personnel, mais aussi je suis connecté à cet autre sur lequel je vais marcher pour aller m'approprier un bien qui va me procurer du plaisir. Je suis aussi connecté à lui, entre guillemets, enfin je suis lui, tu vois, si on pousse le truc un peu loin. Et du coup, ben, si je lui fais du mal, en fait, je fais du mal à moi et à tout le vivant de manière générale, quoi. Et quand il n'y a pas ça, bah, tu t'en fous et tu y vas. Mais c'est pour ça que revenir à la conscience, qu'on est avant tout des atomes, c'est hyper important. Parce que quand tu reviens à cette conscience-là, la conscience élargie, hein, je le dis aussi comme ça, bah, bien sûr que du coup, tes actes ont des conséquences. Enfin, tu réfléchis Et tu vois, moi, je suis vraiment dans cette réflexion je trouve ça pourtant très important, hein, pour moi, le plaisir des sens, le fait de jouir du fait d'être en vie. Tu vois, il y a ce côté-là chez moi qui est très présent. Et en même temps, ce truc de je veux pas que ça génère de la souffrance. Et je crois vraiment dans le fait qu'on peut arriver à avoir les deux. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment le chemin de vie qui m'intéresse. C'est de comment être dans la jouissance de la vie sans créer de souffrance autour de soi, quoi. Et ça, c'est des choix qu'on pose en conscience à chaque instant. Effectivement, enfin voilà. Mais ça, je pense justement, là, c'est quelque chose vraiment qui touche à ta démarche à toi, c'est-à-dire retourner dans la simplicité, dans la contemplation et se reconnecter à ses sens. Moi, je le vois, c'est un travail que j'ai initié avec Bruno qui m'accompagne justement sur une démarche plus psy-développement perso, avec une reconnexion au sens. Et moi, je vois que je suis très sensible en fait au toucher et à la vue, notamment. Et genre un truc tout con, mais je sais que le toucher, des fois, c'est lui qui m'avait proposé cet exercice et je le fais de temps en temps. Il faudrait que je le refasse plus, mais je vais toucher surtout les arbres. J'aime beaucoup ça, toucher l'écorce des arbres et tout. Et ça me procure quelque chose, c'est un peu étrange, mais ça me procure quelque chose qui se rapproche de l'excitation sexuelle. Et parce qu'en fait, c'est sensoriel. Et dans le moment charnel, il y a quelque chose de sensoriel aussi, en fait. Et du coup, ben, c'est un truc, en fait, je fais le parallèle avec ça parce que c'est le moment où j'ai ça. Mais en fait, je peux l'avoir à plein d'autres moments. Et du coup, ben, autant en profiter, tu vas y aller. Et pareil, dans la beauté, c'est vraiment compliqué. Je me projetais récemment l'expliquer à mes amis. Je me disais comment je leur en parlerais, mais ces trucs de contemplation et de regarder les choses, en fait, vraiment d'un œil différent. Je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment un peu se détacher de l'objet et voir plus la texture, les couleurs. Mais vraiment, en fait, je me rends compte que maintenant, des fois, ça. Avant, j'essayais un peu, je me forçais à le faire. Maintenant, des fois, ça me vient spontanément. Où en fait, je regarde quelque chose et je prends presque du plaisir à le regarder. Et je vois que je le vois vraiment d'une manière différente, en fait.
C'est vraiment, je le perçois, le message, il me parvient d'une manière différente. Tu vois au-delà de la forme, en fait, Je vois au-delà de la nature de l'objet. Ouais. Justement, de la nature de l'objet, genre c'est une table, c'est une chaise, et là ça. tu vois des couleurs, tu vois des textures. C'est Vraiment trop des intéressant. textures. Et ça, c'est vraiment, je me dis, c'est tellement simple et ça nourrit en fait. C'est ça. Du coup, Ça tu n'as plus nourrit. besoin d'acheter 15 000 trucs et de voyager à Watt, je sais pas combien de kilomètres. Il y a une notion peut-être aussi de, tu vois, de non-jugement. Mais ne pas être tout de suite dans j'aime pas, c'est bien, c'est pas dans l'expérience en fait. Ouais. Accepter l'expérience sans juger en fait. Ce que je voulais te dire quand je disais, quand je regarde, tu vois, sans me focaliser sur la nature de l'objet, c'était un peu ça. C'était aussi la question du jugement. C'est pas dire j'aime ou j'aime pas tel objet ou ça. Non, c'est juste voir ou alors cet objet il est néfaste ou tu vois. Vraiment c'est ça. Sortir du jugement et avoir une vue. J'allais dire une vue d'ensemble, mais en fait non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand tu es dans le jugement, c'est que tu es déjà dans une construction de relations entre choses et tout. Ouais. Et là, c'est juste, genre, qu'est-ce que c'est, point, spontanément. Tu vois. Et du coup, juste la texture, les couleurs, c'est quelque chose où tu le décorrèles de l'objet, de tous les jugements que tu peux porter dessus. Et juste, ah ouais, c'est ça et c'est beau. Ouais. Toute une rééducation à faire, n'est-ce pas? Mais ça va vite, tu vois. Moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a moins d'1 an. Et maintenant, maintenant, ça me vient des fois spontanément. Et je sens que je peux déjà plus le... je trouve que c'est au final assez facile à invoquer. C'est-à-dire qu'au début, ça peut être un peu compliqué de voir ce qu'il faut voir, enfin, entre guillemets, de comprendre ce que c'est ce truc. Et après, quand ça commence à devenir spontanément, bah, du coup, en fait, t'es vachement plus en capacité de le faire consciemment, de le vouloir, en fait. Ouais. Donc, je trouve que ça va assez vite. J'ai encore plein de questions, mais bon, le temps file. Mais la dernière fois, tiens, je vais te poser celle-là. La dernière fois que tu t'es étonné toi-même, c'était quand? Parce que c'est important de s'étonner soi-même des fois. Ouais. Ça me rappelle une... Tu peux la zapper hein, si t'as pas envie de répondre. Non, elle est super intéressante. Je sais pas si je vais avoir une réponse, mais je vais un peu la détourner. Mais j'ai une thérapeute qui me fait des soins plus énergétiques et qui m'avait envoyé, qui m'a beaucoup relancé sur le fait d'être fier de soi-même. Et effectivement, elle me disait, est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu te rends compte que justement que tu progresses, que tu évolues, tout ça? Et c'est quelque chose qui est peu présent un peu plus maintenant quand même, parce qu'elle m'a justement aussi aidé à en prendre conscience, à me pencher là-dessus. Mais je crois que je suis pas super bon en introspection. Je suis pas forcément super bon pour voir. C'est un peu paradoxal, hein, mais je crois que j'ai une estime de moi assez forte. Et en même temps, je suis pas hyper doué pour voir quand je progresse ou quand je fais des choses entre guillemets bien, tu vois. J'ai un peu ce côté de oui, mais non, mais c'est normal. Ouais. C'est tu vois, ça doit être comme ça, tu vois. Et puis si je foire, par contre là, bon, ça va mieux maintenant, mais pendant un temps, c'était vraiment ça. C'était genre l'erreur, c'est pas tolérer, et puis réussir, bah, c'est normal. Enfin, c'est logique. Pourquoi tu veux célébrer? Genre, t'as fait ce qu'il y avait à faire, point. Et encore une question à la con. Après, je sélectionnerai la facette de toi que les gens connaissent pas et que tu as envie de révéler là tout de suite. En fait, j'aime beaucoup. Justement, je trouve ça important de parler des choses dont je suis pas très fier et des choses que je peux avoir. C'était moins avant, mais maintenant vraiment, je fais cet effort de parler justement, de verbaliser mes échecs et de parler des choses dont je suis moins fier, des choses que je considère comme être des erreurs ou des torts, des travers, tu vois, de ce que je vois comme être mes défauts. Et j'ai vraiment pas de souci. Enfin, si c'est pas forcément simple, mais je me force. Vraiment, je fais l'effort de parler de mes défauts et de les expliciter parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est important pour tout le monde, d'autant plus pour moi parce que j'ai vraiment ce conditionnement de il faut être parfait et du coup je dois être parfait et les gens qui ne sont pas parfaits sont des merdes. Donc je me dis c'est d'autant plus important s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi qu'elles voient qu'en fait c'est ok d'exprimer ses défauts et de les verbaliser, peut-être même d'en rire, de s'en moquer et en tout cas de les exposer au grand jour et d'arriver à ne plus en avoir honte, quoi. Donc peut-être ça, ouais.
Enfin, en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver. La facette de toi qui sait reconnaître ses défauts et ça, Ouais. Ouais, celle-là, effectivement, celle-là, elle est peut-être pas très connue. Parce que du coup, j'essaie de le verbaliser, mais c'est quand même pas hyper simple, et puis je le fais pas hyper souvent. Et en même temps, je dégage aussi au premier abord l'image de quelqu'un qui a de l'assurance, qui sait où il va, qui est déterminé. Mais c'est lourd au bout d'un moment de projeter cette image-là quand même. Bah ouais, d'une certaine manière, je pense je pense ça pèse même des fois peut-être inconsciemment. En tout cas, ça force en fait à rentrer dans un schéma où aussi le fait de pas dire non, de difficilement dire non, ça va un petit peu avec ça, tu vois, quand tu as cette image de faiseur, de moteur, de personne qui a de l'assurance et tout, ben dire non, c'est une forme de vulnérabilité en fait, et t'as pas le droit d'être vulnérable. Et du coup, moi, j'ai eu beaucoup cette difficulté-là. Et je pense que c'est une manière aussi cathartique de surmonter cette vulnérabilité, cette impossibilité à être vulnérable, de se forcer à l'être de temps en temps. Mais c'est pas quelque chose que je vais exprimer spontanément. Il faut qu'il y ait un peu de confiance aussi avec les personnes avec qui je suis, et il faut que le contexte se présente. Donc peut-être que tu vois, je me dis, il y a peut-être des tempéraments, ils vont beaucoup plus facilement parler de leurs échecs, de ce qu'ils traversent dans leur vie qui est difficile ou quoi. Moi, c'est pas quelque chose qui va me venir spontanément. Et ou en tout cas, je vais pas le présenter comme quelque chose qui m'atteint, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a une forme de carapace, mais dans les choses que je traverse qui me mettent mal. Et ben quand je le verbalise, quand j'en parle aux autres, j'en parle de manière au final assez légère, comme si ça m'atteignait pas, tu vois. Et alors que en fait, et du coup là, je vais un peu à l'encontre de ce que je cherche à faire, tu vois. Je masque ma vulnérabilité. Alors qu'en fait, j'essaye de montrer un peu où est-ce que je suis vulnérable et où est-ce que j'ai mes défauts. Mais parce que c'est encore deux choses différentes, tu vois. Les défauts et la vulnérabilité. Ouais. Et moi, du coup, je m'aide du fait de verbaliser, montrer mes défauts pour accéder à cette vulnérabilité, tu vois, et me livrer et accepter de la vivre et d'être vulnérable de temps en temps. Parce que c'est vraiment pas simple pour moi. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que pour d'autres personnes, ça va être plutôt l'inverse. Ça va être le fait d'être confiant et de s'affirmer qui va être difficile, en fait. Et c'est plutôt le masque qu'ils ont tendance à prendre, c'est plutôt le masque de la personne qui est toujours nulle. Ouais. Tu vois, comme quoi, en fait, tout est question de quel est le masque qu'on a l'habitude de prendre et comment on est capable, effectivement, de temps en temps, de l'enlever, quoi. Ouais. Mais bien sûr qu'à un moment donné, on a une personnalité qui est relativement fixe et qu'on connaît, et heureusement, l'ego, ça s'appelle, quoi. Mais l'ego, c'est fait pour être posé de temps en temps. Enfin, c'est ce que tu exprimes, hein, finalement. C'est que, sinon, ça devient de la rigidité, quoi. Ouais. Puis c'est s'empêcher de vivre pleinement. Bah, c'est ça, exactement. Parce que on est plus vivant derrière. Tu focalises sur quelques facettes de ce que peut être un être vivant, et tu t'interdis des choses que tu vis quand même au final, mais qui sont pas, effectivement, ta personnalité la plus marquée. Mais c'est quand même des choses que tu traverses. Tu vois, moi, ça m'arrive d'être vulnérable, bien sûr. C'est juste que ça m'arrive pas souvent. Mais si je me dis, non, ça c'est de la merde, la vulnérabilité, ça fait mal et tout, je m'en débarrasse, du coup, je me coupe. Tu te rigidifies. Je me coupe d'une part de ma personnalité. C'est ça, complètement. Alors que c'est ça qui fait qu'on est intéressant, c'est quand on arrive à être des êtres complexes et imprévisibles. Ouais, je pense que c'est aussi ce qui nous aide à nous connecter aux autres. Ouais, bien sûr, parce exactement. Que si t'as pas de traits communs avec une personne, mais tu peux difficilement te comprendre et plus difficilement te connecter. Ouais. Mais la personne avec qui je me suis formée au coaching dit souvent on est différent par ce qu'on montre, mais on se ressemble par ce qu'on cache. Et c'est pour ça que la vulnérabilité, elle crée du lien entre les gens, parce qu'on est dans l'ordre de l'émotionnel, des blessures, et des blessures, il n'y en a pas 15 000 en fait. Donc, du coup, tu trouves forcément des points communs. C'est quand je vais dans la vulnérabilité que je crée du lien avec les autres. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est sûr que, ça, c'est un truc que j'ai vraiment pu observer. Bon, voilà, il est quand même 9h là, peut-être. Il est 9h. Ouais, tu te rends compte, ça fait 1h05. Ah bah ouais. Basta. Donc, c'est une belle heure pour finir. On va se terminer là-dessus sur la vulnérabilité. C'est chouette comme notion, je trouve. Et d'aborder ces sujets avec un homme. Finalement, tu es le premier homme que j'interviewe dans mon podcast. Et c'est chouette de pouvoir aller sur ces sujets-là aussi. Je trouve. Donc, merci beaucoup à toi. On est parti beaucoup sur la technique et puis tu vois, on termine. Tu t'es amené progressivement sur mon terrain. Je savais que si tu me guidais pas, j'allais rester très technique. Ouais, mais c'était intéressant aussi, tu vois. C'était intéressant aussi. Moi, j'avais envie de te laisser parler de ces sujets-là parce que
c'est aussi très intéressant pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent et qui s'intéressent à ces sujets. Mais je t'ai amené aussi sur mon terrain, donc c'était cool. Merci de t'être prêté au jeu, en tout cas. Et, merci à toi pour l'invitation. Et puis à très vite. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, c'est que mes mots résonnent en toi et qu'on est sur la même longueur d'onde. J'en suis vraiment heureuse et je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu souhaites soutenir le podcast, tu connais la chanson. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à t'abonner pour ne rater aucun épisode et à partager ce contenu aux personnes de ton entourage qui en ont besoin.